On va tout de suite écouter Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Et donc, pensez-vous que ces accords peuvent tout simplement être abandonnés? De notre expérience, lorsque nous discutons avec nos homologues occidentaux, cette expérience est pleine d'exemples tels que celui que vous venez d'évoquer, où quelque chose a été promis et les promesses n'ont pas été tenues. Je me souviens ce que le président américain a dit après la loi d'Helsinki en 1975. Je crois que c'était George Ford, et il a déclaré la chose suivante. Cela marque solennellement cet événement avec la signature du Helsinki Final Act. Il a déclaré que nos descendants nous jugeraient non pas sur les promesses que nous avons faites, mais sur notre respect de ces engagements. Donc, on voit bien que les Américains, les Européens et les membres de l'OTAN ne sont pas très bons, ne savent pas très bien respecter ou tenir leurs paroles. Aujourd'hui, nous avons répété un argument, à savoir que les pays sont libres de choisir leurs alliances, les accords de sécurité, mais nous avons rétorqué avec différents documents, des documents qui imposent des conditions à cette liberté à choisir. Il doit y avoir un engagement qui consiste à ne pas renforcer sa sécurité aux dépens de la sécurité d'un autre pays. Et donc, nous avons demandé à M. Blinken et à son équipe de nous dire comment ils interprètent ces engagements qui ont été adoptés à l'OSCE au plus haut niveau et qui, à de nombreuses reprises, ont été confirmés. Le secrétaire d'État, M. Blinken, a dit qu'il était satisfait par les échanges de points de vue que nous avons eus et que cela les aiderait à nous présenter leur réaction par écrit prochainement. Une question en anglais. Hier, le département d'État a publié beaucoup d'informations disant qu'il n'y avait pas de menace de la part de la Russie contre l'Ukraine. Dans ces informations, il déclarait également que RT, mon réseau, était responsable de propagande en parlant de groupes d'extrême droite et de néo-nazis en Ukraine. C'est quelque chose que Human Rights Watch a déclaré également. Qu'a à dire le ministère des Affaires étrangères russe? Et par ailleurs, qu'en est-il de la quantité d'armes des États-Unis et du Royaume-Uni qui est arrivée en Ukraine? En avez-vous parlé? Alors, les documents préparés par le département d'État pour cette réunion, nous n'avons pas pu les voir. Il y a un envoyé spécial qui est chargé de lire ces documents et les réponses ont déjà été données. Je ne pense pas que nous ayons partagé des commentaires supplémentaires sur cette question. Vous allez tout simplement devoir consulter ces documents. Vous pouvez ouvrir un document, lire quelque chose et vous verrez qu'il n'y a vraiment rien. Et donc, concernant l'Ukraine, nous en avons parlé. Une fois de plus, nos homologues américains ont essayé à nouveau d'avancer la question de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont essayé de tout conditionner sur le besoin de cette désescalade. C'est devenu une sorte de mantra pour eux, mais je tiens à répéter à nouveau qu'à la fin de notre réunion, nous nous sommes convenus que la semaine prochaine, les États-Unis vont nous préparer des réponses écrites à toutes nos propositions. Il a également été dit que l'Ukraine ne représentait pas de menace pour la Russie et je tiens à répéter que vous devez vous pencher sur nos commentaires, sur nos publications et jamais par le passé la Russie n'a menacé par le biais de ses représentants officiels le peuple d'Ukraine. Nos collègues occidentaux ont pris Zelensky sous leur aile.
Et le président Zelensky a dit que si certains Ukrainiens ne se sentent pas Ukrainiens, eh bien, ils doivent tout simplement quitter le pays. Et ceux qui luttent contre le terrorisme d'État au Donbass, il les a qualifiés non pas de personnes, mais de spécimens. Nous rejetons donc toute cette hystérie propagée par nos homologues occidentaux qui cherchent à parfois provoquer une action de l'Ukraine par le biais du Donbass. C'est bien. Je pense que parfois ils cherchent à cacher les tentatives de Kiev de saboter l'accord de Minsk. Lorsque quelqu'un nous dit « oui, c'est votre territoire, nous le reconnaissons, mais qu'il y a trop de soldats sur place », en parallèle, ils disent « ce ne sont pas nos affaires, ce que les Américains font avec leurs soldats en Europe ». Et c'est quelque chose dont nous avons parlé avec Anthony Blinken durant nos échanges aujourd'hui, et il était d'accord pour dire que le dialogue doit être plus raisonnable. Et je dois dire que il n'y avait pas eu de garantie, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous avez fait des progrès sur ce qu'a dit la Russie récemment, lorsque vous avez parlé de vos préoccupations liées à la sécurité, et vous sortez de cette réunion peut-être déçu? Comment résumeriez-vous ces échanges? Et quel est le niveau de menace de guerre en Europe aujourd'hui, étant donné lorsqu'on voit autant de troupes s'amasser aux frontières? Beaucoup de personnes se demandent pourquoi la Russie agit-elle aujourd'hui? Pourquoi choisissez-vous d'amasser des soldats aujourd'hui alors que la situation à l'OTAN n'a pas changé ces dernières années? Eh bien, vous savez, je pense que le département d'État doit analyser comment les choses fonctionnent. Certaines personnes disent que nous avons l'intention d'envahir l'Ukraine, d'attaquer l'Ukraine. Nous avons toujours dit que nous n'avions pas l'intention de le faire. Et lorsque vous dites que cela va se passer, eh bien, vous posez une question ensuite en demandant pourquoi maintenant? C'est une question formulée très bizarrement. Concernant notre approche sur le besoin de mettre un terme à un élargissement infini de l'OTAN vers l'Est, nous avons décidé d'adopter cette approche et le secrétaire Blinken a réaffirmé sa position concernant la possibilité pour chaque État d'organiser sa propre sécurité. J'ai ensuite demandé ce qu'il en était de l'engagement de ne pas renforcer sa sécurité aux dépens de la sécurité d'autres pays, et il m'a promis qu'il répondrait par écrit prochainement. Ce n'est pas la fin du dialogue, comme je l'ai dit. Et la semaine prochaine, le secrétaire d'État, M. Blinken, l'a dit, il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il nous enverrait ses réponses par écrit. Concernant le principe du non-élargissement infini de l'OTAN, tout le monde nous demande pourquoi. Eh bien, le fait est que cela a été fait contre l'Union soviétique et on voit que l'OTAN travaille toujours contre les intérêts de la Russie et c'est quelque chose qui est entériné dans les documents de création. C'est juste un exemple. Prenons l'exemple des États baltes, par exemple. Lorsqu'ils cherchaient à devenir membres de l'OTAN, nous avons averti que ce serait une erreur, que cela ne renforcerait pas la sécurité de l'OTAN. Nous avons averti que cela ne ferait qu'attiser la flamme d'un sentiment d'extrémisme. Ils nous ont dit c'était l'inverse, ils nous ont dit nous allons les accueillir dans l'Alliance et ils seront vos voisins pacifiques, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Il y a eu également des minorités, en Pologne par exemple et dans les États baltes, qui ont à l'OTAN et dans l'Union européenne, qui ont un petit peu exacerbé la situation.
Une question de... Alors, CNN, soyez un petit peu plus précis sur vos affirmations. Nicolas Ivanov, le secrétaire Blinken a menacé en disant qu'il y aurait une riposte à toute agression en Ukraine. Est-ce que... donc il va y avoir une réponse écrite à la semaine prochaine. Pensez-vous que quelque chose de différent va se produire? Alors, comme je l'ai dit, nos homologues américains ont essayé de mettre en avant l'Ukraine, de se concentrer sur l'Ukraine lors de nos échanges aujourd'hui. Ils ont leurs préoccupations, mais après nos explications, ils ont compris qu'ils devaient se concentrer sur l'essence de nos propositions. Et des promesses ont été faites. Nous apporter des réponses écrites à nos propositions d'ici la semaine prochaine. Et je suis convaincu que de cette manière, l'Ukraine figurera toujours dans leurs réponses, mais je n'ai pas entendu d'argument aujourd'hui qui corroborerait la position des États-Unis sur la situation à la frontière. Alors, il y a des menaces imaginaires. Nos préoccupations sont des préoccupations sur des faits réels. Personne ne cache le fait que des armes sont en train d'être amenées en Ukraine, que des centaines d'instructeurs militaires sont en train d'arriver en Ukraine. L'UE ne souhaite pas... l'Union européenne intervient également, en plus des États-Unis. Donc, on voit que l'ambition de l'Union européenne pourrait être une tentative de rappeler son existence à tout le monde, car pour le moment, l'Union européenne n'est pas très présente dans nos discussions. Nous avons compris que ce sujet nécessite une forte attention, mais il ne faut pas réduire la question de l'architecture sécuritaire des États-Unis à un seul sujet. Concernant l'Ukraine, M. Blinken a réaffirmé ce que le président Biden a déclaré, à savoir que les États-Unis sont prêts à promouvoir la mise en œuvre des accords de Minsk, et je l'ai encouragé à utiliser leurs influences sur le régime de Kiev pour éviter de saboter cet important document qui est censé mettre un terme au conflit en Ukraine. Avez-vous évoqué le potentiel déploiement d'infrastructures militaires à Cuba et au Venezuela? Et avez-vous parlé avec les gouvernements de ces pays? Nous n'avons pas abordé ce sujet dans nos échanges aujourd'hui. Monsieur Lavrov, bonjour. Vous avez déclaré que ce n'était pas votre dernier contact, que c'était un contact préliminaire. Vous avez dit que vous allez continuer vos échanges après la réception des réponses écrites de la part des États-Unis. Il y aura plus de contacts. Et est-il possible d'organiser un sommet? Pouvez-vous commenter sur la décision d'empêcher d'apporter plus d'aide militaire à l'Ukraine, par exemple des munitions et pour de l'artillerie? Le gouvernement de la République tchèque, par exemple, a déclaré qu'il ne souhaite pas être sur la liste des nations non combattantes qui a été rejetée. Alors, je ne peux pas commenter sur ce sujet, mais... Alors, désolé, j'ai oublié votre première question. Oui, est-ce qu'un sommet est possible? Alors, je vous ai dit que nous sommes en train d'attendre les réponses écrites des États-Unis. Une fois que nous les aurons reçues, nous pourrons prévoir une prochaine rencontre, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Nous sommes toujours prêts à échanger avec le président Biden, mais les échanges doivent être préparés en amont très sérieusement et nous devons comprendre quelles doivent être les conclusions, les résultats, si nous souhaitons nous rencontrer. Concernant le gouvernement de la République tchèque, nous avons entendu leurs déclarations. Toutefois, alors, bien évidemment, ces mots doivent se traduire en propositions claires, en signaux clairs. Et je ne peux pas commenter sur ce que nos voisins de l'OTAN font, ce que nos voisins de l'Union européenne font concernant l'Ukraine. À de nombreuses reprises, nous avons prévenu que la seule chose que le régime de Kiev faisait
était spéculé sur cette aide apportée par l'Occident. Une fois que cette hystérie sera terminée, tout le monde verra très clairement que ce régime n'est pas viable pour le pays. Une question de l'Associated Press. Beaucoup de personnes dans le monde sont très préoccupées par ces conversations, ces échanges que qu'il y a eu entre vous et M. Blinken. Est-ce que des progrès ont été faits aujourd'hui? Vous avez parlé des propositions, des réponses écrites des États-Unis qui devraient être envoyées la semaine prochaine. Pouvez-vous nous en parler davantage? Est-ce un pas dans la bonne direction? Voyez-vous cela comme une concession de la part des États-Unis? Et combien de temps la Russie va-t-elle être prête à attendre des réponses satisfaisantes? Eh bien, vous savez, cette tentative de s'intéresser à chaque détail, je ne pense pas que ce ne soit utile aujourd'hui. Je vous ai déjà tout dit ce que je devais vous dire concernant les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui. Ils étaient constructifs, ils étaient francs. Je ne sais pas si nous sommes sur la bonne voie ou non. Nous le comprendrons une fois que nous le saurons une fois que nous aurons reçu les réponses des États-Unis par écrit à chaque point que nous avons présenté. Bonjour, M. Koreshnika. La Douma parle d'une possibilité de reconnaître la République de Luhansk. Pensez-vous que si Washington refuse ces garanties sur la sécurité, est-ce que la Russie va être prête à reconnaître ces républiques après que le référendum a eu lieu? Je ne vais pas spéculer sur ce sujet. Je pense que le Kremlin a déjà fait des déclarations concernant le référendum. Je pense que c'était un point de non-retour dans l'histoire de la crise ukrainienne après ce coup d'État sanglant. Réellement un moment très important et le département d'État essaie d'éviter ces questions. Et ils ont décidé de dire que oui, ceci s'est produit, puis il y a eu la crise de Crimée et l'insurrection au Donbass. Et nous essayons de leur rappeler l'accord pacifique entre Yanukovych et l'opposition. Vous étiez les garants de ces accords, la France, l'Allemagne, la Pologne, et le lendemain, l'opposition a tout simplement déchiré cet accord, a fait des commentaires russophobes, a demandé à ce que les Russes soient expulsés de la Crimée et des militants ont été envoyés en Crimée pour saisir la Cour suprême, ce qui a entraîné une révolte des Criméens qui ont demandé un référendum. Concernant le Donbass, le référendum pour Luhansk, pour la région de Luhansk, entre autres, a été discuté dans la réunion au format Normandie. Lorsque nous avons préparé les accords de Minsk, les dirigeants de France et de l'Allemagne nous ont demandé de persuader les représentants de Donetsk et de Luhansk à signer les accords de Minsk. Et donc, le fait est qu'ils ont décidé d'accepter les Normandie 4 et ils sont venus sur la décision liée à l'indépendance. Et à condition que les accords de Minsk soient respectés, à savoir un statut spécial qui devait être offert à ces territoires. Cela devait être entériné dans la constitution ukrainienne et une décentralisation qui était nécessaire également, une amnistie totale et des élections ont dû être une fois de plus organisées. Mais tout a dû être fait en coordination avec le Donetsk et Luhansk. Voilà où nous en sommes. Donc voilà le statut, voilà la situation dans ces territoires. Nous en avons parlé aujourd'hui, nous en avons parlé lorsque le ministre allemand des Affaires étrangères est venu, nous en avons parlé avec les Français également et nous avons déclaré que
pouvons que condamner le régime de Kiev. Ils doivent faire ce qui a été convenu par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Emmanuel Macron a proposé un nouvel ordre sécuritaire pour faire front face à la Russie. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette nouvelle ordre? Est-ce une provocation pour vous? Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît? Qu'a dit le président Macron? Qu'il y aurait une nouvelle ordre de sécurité contre la Russie? Il a proposé un nouvel ordre de sécurité pour l'Europe et il a déclaré que c'était pour rester fort face à la Russie. Est-ce une provocation pour vous? Je n'ai pas entendu le président Macron dire quoi que ce soit concernant la création d'une force contre la Russie. Je sais que le président Macron est un fervent défenseur du renforcement des capacités de l'Union européenne pour que l'Union européenne puisse jouer un plus grand rôle dans la politique internationale. Il est en faveur de l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Je sais qu'il y a un programme stratégique pour l'Union européenne que nous suivons de près. Nous savons qu'il y a une forte influence des russophobes au sein de l'Union européenne et ils ne se sont pas, ces influences ne s'est pas calmée, mais je n'ai pas entendu le président Macron citer ou parler du besoin de faire front face à la Russie lorsqu'il a fait cette proposition. Ou alors je pense qu'il y avait peut-être une mauvaise compréhension. Question de la BBC. Que souhaite la Russie? Une nouvelle sphère d'influence en Europe de l'Est ou une Ukraine indépendante et stable? Instable. Alors, nous en avons parlé aujourd'hui. Nous avons parlé concernant la stabilité de l'Ukraine. La stabilité de l'Ukraine est un facteur dans notre vie politique au quotidien. Mais cette instabilité, bon, je sais que vous êtes un journaliste chevronné et je ne sais pas d'où vient cette instabilité. Si vous regardez ce qui se passe avec Poroshenko qui souhaite revenir à Kiev ou les événements suivants, comment cela a été organisé. Concernant les sphères d'influence, j'ai demandé à Anthony Blinken aujourd'hui d'expliquer. Le président du Kazakhstan a demandé de l'aide. A demandé une aide pour réprimer cette menace terroriste. Il a demandé de l'aide à l'OTSC. On a demandé au Kazakhstan d'expliquer ses actions. Et cela illustre le fait que l'Occident a confiance en son statut. Ils pensent à pouvoir faire tout ce qu'ils veulent et ils pensent que les autres n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Le prédécesseur de M. Borrell, qui était haut représentant de l'Union européenne, Federica Mogherini, en 2018, souvenons-nous de ce qu'elle a fait. Elle s'est exprimée à une réunion et elle a déclaré, je peux la citer, elle a déclaré au sujet des Balkans, si l'UE est présente, eh bien, personne d'autre ne doit l'être. Il n'y a pas de place pour qui que ce soit d'autre dans cette région. C'est un très bon exemple et cela s'applique à ce qui se passe en Europe de l'Est. Intéressons-nous aux Balkans occidentaux. Il y a des pays qui ne font pas partie de l'OTAN ou de l'Union européenne et il y a des tentatives pour dissuader ces pays d'avoir des liens étroits avec la Russie et la Chine. Alors j'imagine que l'Union européenne essaie de renforcer ses sphères d'influence. Alors il y a des sphères d'influence qui viennent de la période coloniale. Certains pays n'ont pas souhaité perdre leur influence après la décolonisation et des sphères d'influence ont été créées afin d'essayer de conserver le pouvoir, un certain contrôle. Il y avait des tentatives de conserver le contrôle sur ces territoires.
Et on voit que l'Union européenne essaie d'étendre sa présence dans ces territoires, attirer de nouveaux pays dans ces sphères d'influence. Nous avons parlé avec M. Blinken today. Il est très dommage que il est triste de voir que cela se soit passé comme ça. Il faut penser en tant qu'adulte, il faut voir comment rendre ce monde plus sûr face au changement climatique, au trafic de stupéfiants, au terrorisme, aux problèmes de santé. À cause de la pandémie, les gens prennent de grands risques et je crains que ce ne sera pas la dernière pandémie. Voilà les sujets auxquels nous devons nous intéresser au lieu de chercher à réduire ou minimiser tous ces problèmes ou de se concentrer sur d'autres problèmes, par exemple liés à la Russie. Alors, nous n'essayons pas de renforcer notre sphère d'influence, mais ce que l'OTAN fait nous montre très clairement que l'OTAN voit l'Ukraine comme un pays qui fait partie de sa sphère d'influence. Une question de RBC. Voilà pour la conférence de presse que vous avez pu suivre en direct de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. La Russie attend donc une réponse américaine à ses propositions et à ses exigences la semaine prochaine. Il parle de réponse écrite, Sergueï Lavrov.